Allô les petits 7-up! Est-ce que c'est juste moi ou le stop motion c'est particulièrement creepy? Il y a quelque chose entre ce style d'animation à mi-chemin entre la marionnette et le 3D qui le rend très efficace dans un contexte d'horreur. L'exemple parfait? Le film Coraline. Si vous ne l'avez pas encore vu, Coraline est un film d'animation qui est destiné à un jeune public mais qui prend beaucoup de risques au niveau de l'horreur qu'il présente à son auditoire. Inspiré d'un roman du même nom, Coraline suit les aventures du personnage du même nom qui trouve un monde parallèle au sien où tout semble être pour le mieux. Ses parents sont plus présents, ses voisins font des spectacles de souris ou de chiens, même que son ami il est pas mal moins cringe maintenant qu'il peut plus dire un mot. Bref, la vie est belle, sauf que le bonheur de cette réalité alternative a un prix. Sa mère, ou du moins sa fausse mère, la créature qui se fait passer pour sa mère, veut la garder pour elle toute seule. Et si elle veut rester, ben il va falloir qu'elle se coud des boutons sur les yeux. Creepy, en effet. C'est juste avec la clé animation ou la pâte à modeler qu'on peut avoir des films aussi dérangeants ces jours-ci. Parce que dans le temps, oh my god, je parle comme un boomer. Mais for real, dans le temps, il y avait plus de films pour enfants dark qui secouaient un peu plus le jeune public. Vite de même, je pense à Histoire sans fin, la scène dans le marais du désespoir où la seule façon de traverser l'étang noir, c'est d'avoir encore de l'espoir ou une joie de vivre. Le petit garçon, il peut passer, mais son cheval, non! Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du cheval? On le sait pas. Tout qu'est-ce qu'on sait, c'est que on est en train de le regarder se noyer. Puis la dernière chose qu'on voit de cette scène-là, c'est le petit garçon accroupi qui attend que les dernières bulles qui marque la mort de son cheval disparaissent à la surface de l'eau noire, comme... C'est intense, là. Même pour moi, c'est intense. Pis c'est un film pour enfants. Des fois, je trouve ça dommage qu'il y ait pas autant de films dark pour les enfants maintenant, parce que moi, quand j'étais enfant, je tripais ma vie, là. Je tripais sur les chairs de poule, j'aimais les Archimystères et compagnie, tout ce qui était un peu dark, je tripais. Genre, avoir peur, ça faisait partie de mon développement d'enfant. Moins dit de même. Bref! Le 14 janvier dernier, oui, 2022, est sortie sur Netflix une anthologie en stop motion qui s'appelle The Oz. Avec qu'est-ce que je viens de vous partager, ben vous vous doutez que ça m'intéressait d'aller voir c'était quoi. The Oz, c'est pas un film pour enfants. Du moins, c'est pas marketé pour les enfants. Dans sa fiche descriptive, c'est écrit bien que ça s'adresse aux adultes. Par contre, il y a absolument rien dans les 3 histoires qui constituent l'anthologie qui ferait en sorte qu'on pourrait pas le montrer à un enfant. Il y a pas de sang, il y a pas de sexe, il y a pas vraiment de gros mots. Bref, c'est un film que je dirais qui est pour tous. The Oz, c'est donc une anthologie britannique de 3 histoires qui ont en commun le fait que ça se passe dans une maison, de là le titre. Sauf que cette maison-là est un peu fucked up. Vous allez voir. Chaque histoire est réalisée par quelqu'un de différent et dure environ 30 minutes. La première histoire se passe dans les années 1800. Nos personnages principaux se font visiter par leur famille éloignés qui passent leur temps à les insulter, à les critiquer, puis overall à être vraiment désagréables. À la Michel Tremblay, mouah, très désagréable, lourd. Alors que Raymond, notre père de famille, décide d'aller le soir même se saouler dans la forêt pour passer sa frustration. C'est là qu'il rencontre un petit bonhomme dans la forêt. Parce que, tu sais, c'est là qu'on rencontre des gens intéressants dans les forêts, dans les histoires, qui lui propose de lui construire une immense maison gratuitement tant que lui, sa femme et leurs 2 filles acceptent d'y déménager. Étant à la fois saoul, humilié et, je le rappelle, fucking pauvre, Raymond accepte sans en parler à sa femme. On s'entend que c'est les années 1800, est-ce que c'est très surprenant parce que la femme était quand même la propriété de l'homme à cette époque-là? Toi, est-ce que tu demandes à ton grille-pain la permission de déménager dans la vie? Non?
Ben, c'est ça, même chose ici. Rapidement, on va switcher de perspective quand la famille va déménager et on va suivre plutôt Mabel qui... Ouais, tous les personnages semblent faire de graves réactions allergiques. J'aimerais ça vous dire qu'on s'habitue. Mais non. L'histoire tourne vraiment autour de Mabel, qui est la petite fille, qui découvre que la maison, elle est un peu étrange et habitée par des personnes encore plus étranges que le reste de la maison. Rassurant, n'est-ce pas? Mabel doit donc réussir à s'enfuir de l'endroit en sauvant sa peau et celle de sa petite sœur, le bébé Isabelle. En gros, j'ai vraiment aimé cette première histoire. En fait, j'aime les 3 histoires de l'anthologie, je pense que c'est vraiment bon. Mais celle-là, j'ai trouvé que le ton était plus homogène, je pense que ça introduit bien les thématiques qu'on va aborder, l'ambiance. Ouais, j'ai un petit faible. Je pense que c'est ma préférée des 3. Le deuxième chapitre se passe à notre époque. Et cette fois-ci, on suit un agent immobilier. Je suis pas certaine c'est quoi son métier, mais ça consiste à acheter des vieilles maisons, les retaper et les vendre au double ou au triple du prix. Gentrificateur professionnel, peut-être? Notre amie la souris retape donc cette maison qu'on a vue dans le premier chapitre, malgré les infestations de cafards et de larves. Parce que, ouais, si vous êtes phobique des insectes, c'est pas l'histoire pour vous. Puis d'ailleurs, je vais montrer des images de ce chapitre-là, puis c'est pas mal difficile de passer à côté, tu sais, c'est comme de couper les bouts qui sont pas pourris pour vous montrer des clips sans insectes. Fait que, malheureusement, si c'est quelque chose qui vous trigger, je vous conseille de skipper à ce moment-là. Tic-tac, tic-tac. Ok, vous êtes partis. On peut passer aux dégueulasseries. Encore là, entendez-vous pas à trop de dégueulasse. Tu sais, quand je dis dégueu, ça reste un film que, encore une fois, vous pourriez présenter à des enfants un peu plus téméraires. C'est pas du Sam Raimi, par exemple. Le dégueulasse vient du fait qu'il y a plein d'insectes, c'est vraiment envahissant. En plus, je pense que le step motion, le fait qu'il y ait ces petits bruits-là, là, puis le mouvement qui est vraiment fait, tu sais, sur mesure pour être dégueu avec les marionnettes, c'est parfait. Dans l'histoire, ce qui miroire un peu l'invasion d'insectes, c'est aussi l'invasion d'acheteurs potentiels qui viennent visiter la maison. La souris se retrouve avec 2 étranges personnages en particulier qui ont étrangement l'apparence d'un cafard puis d'une larve, même si ça reste des souris comme le reste des personnages de cet univers-là. Il y en a un qui est très très grand et élancé, alors que l'autre est comme un peu en forme de blatte. Puis, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'ils passent leur temps à dire qu'ils sont vraiment très, très intéressés par la maison. Sauf qu'ils achètent pas la maison, puis ils passent leur temps dans le bain moussant à faire comme « Ah oui, ce serait mieux avec du champagne. » Comme, vraiment, là, ils squattent la maison. Puis la souris capote, puis ça, c'est vraiment drôle, tu sais. On s'entend que, oui, c'est de l'horreur, mais c'est beaucoup plus de la comédie. Je pense que il y a une différence entre les ambiances dark, comme un peu spooky, puis le vrai horreur, là, qu'on a vraiment peur, tu sais. C'est la différence entre des films qui veulent générer un sentiment d'inconfort, puis d'inquiétude, alors qu'il y a d'autres films qui veulent juste te faire sursauter, ou ben te faire dire « Ah, wesh » ou te générer de l'adrénaline. Moi, d'habitude, je préfère plus les films qui sont dans une ambiance spooky, une ambiance un peu gothique. Ben, c'est absolument ça, cette anthologie-là. La 3e et dernière histoire de notre anthologie est dans un futur proche, où, ben, la Terre a été pas mal toute ensevelie sous de l'eau, et notre maison, notre belle maison qu'on voit dans toutes les histoires, est le seul bâtiment encore debout à des kilomètres à la ronde. On suit notre personnage principal, la vaillante Rosa, qui met la patte à la pâte. La patte à la pâte. Au lieu de main à la pâte, parce que c'est un chat.
Je m'excuse. Comme notre souris de la deuxième histoire, Rosa tente de retaper la maison, mais cette fois, c'est fait avec beaucoup d'amour. C'est pas pour la revendre et se faire de l'argent, c'est pour la transformer en le nid douillet qu'elle pense que la maison peut être. Elle a des locataires, puis ben oui, c'est une propriétaire, sauf que ces locataires, ils payent rien. Ils payent pas pour leur loyer. Il y en a un qui paye en fait avec des poissons qu'il pêche, alors que l'autre, ben, lui fait à souper de temps en temps. Ça va pas super bien les affaires de Rosa, mettons. Et il y a personne qui l'aide à faire des travaux manuels. Surtout pas la maison, parce que la maison, ça ne semble pas lui tenter d'être retapée. Elle va troller carrément Rosa en refusant d'avoir du papier peint de coller sur les murs ou en lui crachant de l'eau brune à la face quand Rosa essaie d'arranger la plomberie. Ces deux locataires, le dude qui passe ses journées à pêcher et la doudette qui doit sentir et fumer le patchouli, préparent tous les deux leur départ parce que il annonce une tempête qui devrait submerger aussi la maison et la rendre inhabitable. C'est donc l'histoire de Rosa qui doit faire un peu le deuil de ce qu'elle voulait, ce qu'elle planifiait comme futur dans sa maison, et un peu voir ce qu'elle a au lieu de voir ce qu'elle pourrait avoir. C'est pas une histoire que je qualifierais d'horreur. En fait, il n'y a pas d'éléments d'horreur. C'est surtout une histoire chill, de famille, c'est cute, attachant, à méprendre avec un film de Wes Anderson. Mettons qu'on compare l'anthologie à un repas 3 services, je donnerais le premier, un bon tartare bien copieux, là, avec de l'avocat, des betteraves, là, de quoi d'intéressant, puis avec beaucoup de layers. Alors que le deuxième, je comparais ça à un bon plat de ravioli. Tu sais, c'est pas pour tout le monde, c'est un peu gluant, mais si t'aimes ça, puis tu sais, c'est une bonne dose de salé. Alors que notre conclusion, ce serait plutôt un sorbet fruité. C'est léger, c'est bon, c'est pas trop compliqué, mais ça fait du bien. Tu sais, ça alourdit pas, en fait. C'est juste un bon mélange. Je pense que les trois histoires ensemble, c'est parfait comme ça. J'aurais pas pris 1 heure et demie de chacun des concepts. 30 minutes, c'est suffisant. Si ma critique vous a donné faim pour regarder The House, la maison, c'est disponible sur Netflix. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous envoie plein de petits bisous, mes petits 7-up, et plein de doux aujourd'hui. Vous savez quoi faire si vous aimez ça, mes vidéos. Like, subscribe, partagez, etc. On se voit bientôt. Bye bye!